Spécial présidentiel, deuxième partie, toujours avec Raymond Couder, sénateur maire de Béziers, président de l'agglomération Béziers-Méditerranée. Nous parlions des infrastructures liées effectivement au développement économique. Justement, dans cette campagne, on en parle beaucoup, du développement économique, de la crise, bien sûr, de l'emploi, du pouvoir d'achat. C'est le thème effectivement de cette présidentielle 2012. La situation dans le Biterrois n'est pas extraordinaire, comme dans l'ensemble de la région, hein, une région où le taux de chômage est à 12,7%, dans le Biterrois on est autour de 15%. Comment fait-on justement pour redresser la barre de l'emploi? Quelles sont les pistes que vous explorez et que vous mettez en œuvre? D'abord, je voudrais mettre les choses au point. Le fort taux de chômage de l'Hérault, c'est pas la faute à André Vézinet. Le fort taux de chômage de la région Languedoc-Roussillon, c'est pas la faute à Bourquin, tout comme le fort taux de chômage dans le Biterrois, c'est pas la faute à Couder. C'est évident que nous avons dans notre région un certain nombre de conditions, notamment l'absence de tradition industrielle dans cette région, qui font que, en plus, l'afflux de population nouvelle dans la région, et souvent de gens qui n'ont pas d'emploi et qui viennent plutôt chômer au soleil plutôt que de rester dans des régions moins hospitalières. Donc nous avons forcément et structurellement de forts taux de chômage. Alors pour lutter contre cela, la seule vraie façon, c'est de faciliter l'installation d'entreprises et la création d'entreprises. C'est ce que nous faisons à travers différents moyens. D'abord en mettant à la disposition des créateurs d'entreprises des services. Nous avons créé Béziers Méditerranée Expansion, qui est un service spécial de notre agglomération pour accueillir les porteurs de projets, pour leur apporter du conseil, leur proposer des terrains, pour également les accompagner jusqu'au business plan. Voilà. C'est un peu une chambre de commerce bis ou non, c'est pas une chambre de commerce bis, parce que la chambre de commerce a comme aire d'action tout l'arrondissement de Béziers, tandis que là, ça concerne la communauté d'agglomération. Ensuite, avoir des terrains disponibles et bien appropriés. Donc on n'installe pas des entreprises classées au titre de l'environnement au même endroit que des petites entreprises artisanales ou des entreprises de services. Donc actuellement sur le territoire de la communauté d'agglomération, nous avons 13 zones d'activité dont la plupart sont pas loin d'être pleines aujourd'hui et nous sommes en train de les agrandir. Et sur les 13, nous en avons 2 qui sont en plein démarrage. L'une qui est dédiée à la logistique au carrefour des 2 autoroutes et l'autre qui est destinée à être un technoparc, 90 hectares à la limite des communes de Béziers et de Bougeant. Et là, nous avons d'ores et déjà des perspectives d'installation d'entreprises. Par exemple, sur la Méridienne, au carrefour des 2 autoroutes, c'est 60 hectares. Sur les 60 hectares, nous en avons déjà 15 qui sont occupés par la base logistique produits frais d'Intermarché, qui était auparavant installée à Narbonne, qui migre sur Béziers avec un peu plus de 200 emplois et la perspective de création d'une centaine d'emplois supplémentaires. Donc ça, c'est un vrai vecteur effectivement de développement économique, d'avoir des zones comme ça, à des endroits stratégiques à côté des infrastructures. Bien sûr, on peut répondre à la demande. C'est ça qui est important. On n'est pas obligé de dire comme ça se faisait à Béziers avant 1995, mais écoutez, on n'a pas de terrain, mais revenez dans 2 ou 3 ans, on les aura. Parce qu'évidemment, l'investisseur, lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir rapidement mettre en œuvre son projet. Là, c'est pareil, il faut mobiliser du foncier, c'est pas évident. Comment vous faites justement? Mais nous le faisons à travers des zones d'aménagement concertées. Donc nous avons créé des parcs d'entreprises avec des entreprises qui s'y installent, ce qui est différent de ce que fait la région, où elle a des parcs d'entreprises où il n'y a personne pour l'instant. Parce qu'un parc d'entreprise, ça ne s'installe pas comme ça au milieu de la campagne sur une volonté purement politique. Ça doit correspondre à une véritable demande économique. Donc là, ça fonctionne très bien. Et puis nous avons créé une pépinière d'entreprise. Depuis la création, il y a de cela 4 ans, une vingtaine d'entreprises sont passées par la pépinière d'entreprise. Nous avons mis en place à côté de la pépinière d'entreprise un hôtel d'entreprise qui peut permettre aux entreprises qui ont travaillé dans la pépinière de commencer à se développer dans l'hôtel d'entreprise avant de s'installer dans leurs propres locaux le moment venu. Donc nous avons véritablement en termes de création d'entreprise
mis en œuvre tous les moyens qui doivent permettre de créer de l'emploi à travers justement ces nouvelles activités. Et ce que je peux dire, c'est que lorsqu'il y avait la taxe professionnelle qui mesurait assez bien l'activité, nous avions un taux de croissance, sans toucher au taux d'imposition, un taux de croissance qui était de l'ordre de 7 à 8% par an. Donc il y a de nombreuses entreprises qui viennent se créer sur notre territoire, mais c'est vrai qu'il y a un fort afflux de population, et que ce fort afflux de population, il vient demander des emplois, et nous avons du mal à faire face à tout cela. Justement, vous parliez de taxes professionnelles. Avec la suppression de taxes professionnelles, ça fait des revenus en moins pour une collectivité comme la vôtre, comme l'agglomération notamment. À Montpellier, l'agglomération de Montpellier, il y a eu une augmentation de 1% des impôts fonciers pour, entre guillemets, contrer, mais pas seulement contrer, en tout cas, cette perte de taxes professionnelles. Comment vous gérez ça financièrement de votre côté? Il n'y a pas eu de perte liée à la taxe professionnelle. Ça, c'est des bobards. Il n'y a pas eu de perte. Ce qu'il y a eu, c'est une perte de taux de croissance. C'est vrai que nous avions un fort taux de croissance de nos revenus de taxes professionnelles. C'est vrai pour Montpellier aussi. Nous avions la compensation ne suit pas effectivement la croissance. Et voilà, la compensation, elle y est. Par contre, elle n'a pas le même taux d'accroissement. C'est sûr. Et aujourd'hui, pour faire passer... Il y a un manque à gagner quand même. Leur augmentation, c'est un manque à gagner potentiel, virtuel, puis c'est de l'argent que vous n'avez jamais eu. Hein. Mais en tout cas, les compensations sont là. Nous avons eu des compensations et nous n'avons pas à nous plaindre de la façon dont on a été compensé. Il faut dire aussi qu'il y a eu des systèmes de péréquation qui permettent justement à ceux qui ont la plus forte croissance de pouvoir être un peu solidaires de ceux qui ont des croissances beaucoup plus faibles. Vous ne comprenez pas ce que fait justement alors, le président de l'agglo de Montpellier en augmentant comme ça de 1% la taxe foncière. Il justifie en disant ça va lever 5 millions d'euros qui vont générer sur 4 ans 200 millions d'euros d'investissement. Mais ça, bon, c'est des explications que je comprends tout à fait, puisque quand on gère des affaires publiques, il faut bel et bien avoir les moyens de sa politique. Vous ne le ferez pas sur vous, l'augmentation des... Non, nous ne touchons pas au taux d'imposition, ni de l'agglo, ni de la ville. Un mot au retour à l'emploi, hein, j'ai un petit peu bifurqué. Vous êtes quand même aidé par Xavier Bertrand, le ministre de l'Emploi, sur la maison de l'emploi du Grand Biterrois. Alors dernièrement, effectivement, il a remis un petit peu la main à la poche pour soutenir cette maison de l'emploi. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette maison de l'emploi et pourquoi un soutien supplémentaire du ministre de l'Emploi? La maison de l'emploi, il en existe dans toutes les régions et dans la région Languedoc-Roussillon, entre autres. Mais justement, nous avons été reconnus comme une maison de l'emploi particulièrement vertueuse et particulièrement active. Or, c'est vrai que les crédits dédiés aux maisons de l'emploi, les maisons de l'emploi rassemblent tous les acteurs de l'emploi sur un territoire. C'est les syndicats patronaux, les syndicats ouvriers, les chambres de commerce, chambres des métiers, chambres d'agriculture, les élus des collectivités territoriales. Et donc, on mène toute une série d'actions qui ne sont pas redondantes par rapport à ce que fait Pôle emploi. Pôle emploi reçoit les demandeurs d'emploi et les oriente. La maison de l'emploi, c'est en marge de cela, c'est organiser des forums de l'emploi, c'est mettre en place un observatoire de l'emploi pour savoir dans quel domaine il faut développer des formations. Donc, toute une série d'actions qui font que notre maison de l'emploi du Grand Biterrois a été reconnue comme particulièrement active. Et comme c'est une aide au mérite, hein. C'est pas une aide politique. C'est une aide au mérite. C'est une aide au mérite. D'ailleurs, notre maison de l'emploi est reconnue par tout le monde dans la région comme très très efficace et très active. C'est pas une aide politique. Mais c'est pas une aide politique, comme vous le dites. C'est une aide qui correspond à la qualité du travail qui est effectué. Et d'ailleurs, je vais même vous faire une confidence. Le vice-président délégué à la maison de l'emploi, au sein de l'agglomération, c'est le maire d'une commune de l'agglo qui s'appelle Espondeillan.
Il s'agit d'Alain Romero et il est membre du Parti Socialiste. Donc vous voyez que voilà, on ne peut pas nous reprocher d'être tout à fait orienté dans ce domaine-là. Un mot de l'industrie touristique, on en parlait un instant par rapport effectivement aux infrastructures. Vous pouvez effectivement développer les infrastructures, aéroports, lignes à grande vitesse, ça fait partie de ce que vous fournissez à cette industrie du tourisme, ou il y a d'autres mesures derrière? Il y a d'autres mesures. Maintenant, l'industrie du tourisme est une industrie qui fonctionne surtout sur des incitations nationales, régionales, voire un petit peu départementales. Nous accompagnons les acteurs sur leur environnement général, sur l'animation, sur le territoire, donc pour le rendre plus attractif. Depuis cette année, nous avons mis en place également une aide ciblée à la modernisation des meublés, parce qu'on s'est rendu compte que l'aide qui est apportée par les autres collectivités n'est pas suffisamment incitative, et donc nous avons mis en place une aide spécifique pour la modernisation des meublés. Il y a aux environs de 250 meublés, et donc on a calculer la façon de mieux les rendre attractifs et intéressants. On va parler de Béziers, du centre-ville de Béziers, d'un point de vue économique bien sûr. Il y a 18 mois, arrivé le polygone de Béziers. Un bilan a été fait après un an d'activité. Je vous propose d'écouter Nicolas Chambon, le PDG de la Socri, gestionnaire de ce centre commercial. C'était le 15 septembre dernier. On est particulièrement content des résultats, puisque sur un an, on accueille 3,2 millions de clients. Par rapport au centre-ville de Béziers, c'est vrai que le polygone a cristallisé certaines craintes liées à son ouverture. C'était le cas il y a 35 ans à Montpellier. Le polygone de Montpellier est aujourd'hui indéniablement la locomotive commerciale du cœur de ville de Montpellier. Et sur Béziers, il est en train de se produire la même chose. Et notamment, on a fait une enquête de clientèle sur le mois d'août où on a constaté que la moitié des visiteurs du polygone allaient aussi dans l'hypercentre, sur les allées Paul Riquet, sur la rue de la République, etc. Donc c'est colossal. On a vraiment joué notre rôle d'aimant vis-à-vis de tous ces estivants. Raymond Couder, en 2010, à la création du polygone, certains commerçants du centre-ville ont dénoncé ce qu'ils appelaient une casse du commerce à Béziers, liée effectivement à l'installation d'un nouveau centre commercial. Le responsable du dit centre commercial, au bout d'un an, explique que tout va bien. Qu'en est-il exactement? C'est une réalité? Mais comme tous les centres-villes de villes moyennes, le centre-ville de Béziers souffre. Et il souffre d'autant plus que l'on sait aujourd'hui que le commerce de détail souffre, et en particulier pour tout ce qui concerne l'habillement, l'équipement de la personne. Donc aujourd'hui, ce serait extraordinaire si le centre de Béziers échappait à ce qui est devenu quasiment une règle. Cependant, on s'aperçoit que, comme le dit Nicolas Chambon dans cette interview, il y a des retombées du polygone sur l'hyper-centre-ville. Le polygone, c'est quand même pas à l'extérieur de la ville. Les clients qui vont au polygone vont aussi au centre-ville. Il y a près de 60% des clients qui vont au polygone qui vont également dans l'hyper-centre-ville. C'est aujourd'hui quelque chose qui maintenant est rentré dans les mœurs. Il y a énormément de clientèle qui vient au polygone. Il y a des retombées pour l'hyper-centre-ville. Et je dirais que le polygone est certainement beaucoup plus concurrentiel vis-à-vis des galeries marchandes traditionnelles, celles de Géant Casino, de périphérie en fait. Voilà, de périphérie, beaucoup plus concurrentiel par rapport à elle que par rapport à l'hypercentre-ville qui a gardé sa clientèle traditionnelle. Maintenant, il faut évidemment que les commerçants du centre-ville et leur association soient très 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 dynamiques pour continuer à attirer des clients en centre-ville. Nous leur avons fait un certain nombre de propositions, notamment sur les conditions du stationnement en cœur de ville. Je pense qu'il y a des chemins à parcourir ensemble pour faire en sorte que l'avantage qui est donné aux clients au polygone, c'est-à-dire 3 heures de stationnement gratuit, puisse se reproduire dans l'hypercentre-ville avec la participation des commerçants. Mais on devrait pouvoir y arriver, je crois,
et essayer de stabiliser tout cela. En tout cas, il y a une transformation de ce centre-ville de Béziers, rénovation, réhabilitation. C'était quoi l'esprit justement de ce bouleversement, de ce changement dans le centre-ville de Béziers? Mais il faut d'abord réhabiliter des bâtiments qui souvent ont été abandonnés depuis trop de temps. Donc on fait des campagnes de réhabilitation de façades obligatoires. Et je dois dire que nous avons eu de très beaux succès sur l'avenue Gambetta, sur l'avenue Joffre par exemple. Nous allons continuer là maintenant sur l'avenue Alphonse Masse et tout autour du Forum qui a été dégagé avec la disparition de l'ancienne poste. Aujourd'hui, je crois que parmi les gens qui étaient opposés à cette démolition, il doit en rester même pas 1% qui disent que c'est pas bien. Tout le monde aujourd'hui à Béziers disent « Ah, c'est une bonne chose. Enfin, on voit le soleil. Enfin, il y a des zones justement de rencontres publiques qui vont être dégagées. » Les greffes architecturales ont pris, c'est ce que vous dites? Oui, on peut dire comme ça. Les choix d'urbanisme aujourd'hui font assez l'unanimité. Donc ça continue, effectivement, on arrive à la fin du projet où vous allez continuer? Ah non, on n'arrive pas à la fin du projet, non. Non, nous avons inscrit 20 millions d'euros de travaux sur les 3 ans à venir pour continuer à réhabiliter le centre-ville. Non seulement aider à la réhabilitation des façades et des logements, on a quand même réhabilité 25 000 mètres carrés de logements dans l'hypercentre-ville, mais également c'est pour s'engager dans une politique d'aménagement des espaces publics. Les rues, les trottoirs, les places, donc tout cela, il y a un projet à très long terme sur lequel on avance petit à petit, point par point. Les prochains chantiers un peu représentatifs qui vont être vraiment visibles, il y a le calendrier des prochains mois, des prochaines années. Il y a un très très gros chantier qui est en cours, qui est le chantier du boulevard de la Liberté, qui va permettre donc d'assurer cette liaison entre la gare, le polygone, l'hypercentre et le centre universitaire, les espaces universitaires du quartier latin biterrois. Donc ça, c'est en cours et ça va continuer à peu près 5-6 mois. Très très gros chantier. Puis ensuite, il y aura le chantier de l'avenue Wilson, qui lui est la liaison directe entre ces quartiers-là et les allées Paul Riquet. Donc là, il y a quelques gros chantiers sur les espaces publics qui sont encore à venir. On va parler d'autres sujets, on va avancer dans les sujets. Je voudrais qu'on évoque un petit peu l'éducation. Vous êtes maire, donc vous avez effectivement, c'est un sujet très important, hein, l'éducation dans la présidentielle. Vous êtes confronté à l'augmentation du nombre d'élèves par classe, effectivement. On a un peu moins d'enseignants. Comment vous justifiez cette politique à des parents d'élèves qui viennent vous voir, à des enseignants qui ne sont pas forcément d'accord avec cette politique ? Pour ma part, je ne trouve pas que les choses soient aussi catastrophiques que ça. Et je pense qu'il y a des gens qui instrumentalisent de quelques décisions inévitables. C'est évident qu'on ne va pas pouvoir continuer à créer des postes de fonctionnaires à tour de bras, en sachant que par derrière, on crée des déficits supplémentaires. Donc le tout, c'est de mettre les moyens aux endroits où il le faut. Et si vous vous souvenez bien, quand Nicolas Sarkozy a dit on ne va pas remplacer un départ à la retraite sur 2, dès ce moment-là, dès 2007, dès 2008, on a entendu dire oh là, c'est une catastrophe, ça va rendre impossible l'enseignement. Bon, il s'est avéré qu'il y avait beaucoup d'endroits où il y avait des gens qui étaient payés à ne pas faire grand-chose, ou autre chose que de l'enseignement. Donc on a recentré tout le monde sur l'enseignement. Alors, à certains endroits, il faut le dire, on est arrivé à un point où on ne peut pas aller plus loin. Mais je crois qu'il y a encore une certaine marge, en dehors de l'enseignement primaire et maternel, où je crois que maintenant on est arrivé à des nombres d'élèves par classe qui sont ce que l'on peut accepter. Au maximum. Je ne sais pas si dans le Biterrois, mais autour de Montpellier, on a des classes de maternelle première section, petite section où il y a 30, 32 élèves par classe. Oui, il faut quand même savoir que dans les classes de maternelle petite section, c'est rare qu'il y ait plus des 2/3 des élèves présents. Donc là aussi, il faut clairement se faire expliquer comment ça se passe.
Dans une classe de petite section, si vous avez 30 élèves inscrits, vous en avez en gros une vingtaine présents chaque jour. Donc c'est comme ça que ça se présente. En moyenne, hein. Comment? En moyenne. Oui, en moyenne, oui, c'est ce qui se passe en général. Je connais assez bien les choses. Vous savez, moi, à 14 ans, je suis rentré à l'école normale d'instituteur. J'ai fait toutes mes études ensuite, et ma profession, ça a été enseignant toute ma vie. Donc je suis passé par tous les niveaux, tous les stades, et on me la raconte pas à moi. On me fait pas avaler des choses qui sont inexactes. C'est vrai que vous pouvez toujours trouver des arguments en disant ouais, il y a 35 élèves inscrits en maternelle, sauf que les 35 élèves, ils y sont jamais en réalité. Donc par contre, pour ce qui concerne l'enseignement secondaire, je crois que aussi bien en première qu'en terminale, c'est pas une mauvaise chose que d'habituer les élèves à être dans une classe en 30-35. C'est pas une mauvaise chose, d'abord parce que j'ai pratiqué cela en tant qu'élève et en tant qu'enseignant. Et je crois que c'est une façon également de les préparer à l'étape suivante qui va être le passage à l'université. Et là, ils vont se retrouver dans des amphis. C'est très important, ouais. Voilà, et il faut commencer à s'habituer, non plus à être materné dans une classe de 20 élèves où on vous chouchoute, mais commencer à se prendre en main et pouvoir s'habituer à ce qui va devenir ensuite l'étudiant. Il nous reste 5 minutes d'émission. Raymond Couder, un autre thème important de la campagne, c'est la sécurité. Un mot du contexte quand même particulier. Il y a eu la tuerie de Toulouse et encore ce matin, ce policier tué par des cambrioleurs à Chambéry. Le sujet est sensible, on le sait. Et à chaque fois, des opposants à l'UMP critiquent le côté omniprésent du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, notamment dans les médias. Est-il vraiment dans son rôle ou effectivement devrait-il un peu plus rester en retrait, notamment à cause de cette campagne électorale, selon vous ? Mais pourquoi resterait-il en retrait? Moi, franchement, je ne vois pas du tout. Qu'est-ce qui amènerait à rester en retrait quelqu'un qui est quand même le responsable numéro 1 de la sécurité, le ministre de l'Intérieur? Moi, je suis par contre assez remonté quand j'entends aujourd'hui des gens, c'était sur une radio, qui se plaignaient qu'il y avait trop de contrôle d'identité. Bon, quand on voit ce qui arrive à ce brigadier aujourd'hui en Savoie, brigadier d'après ce que j'ai compris qui est originaire de Sète. Exactement, oui. Et évidemment, on transmet toutes nos condoléances à sa famille. Quand je vois ce qui vient d'arriver, est-ce que vous croyez que les truands demandent ou non qu'on leur fasse des contrôles d'identité? Donc c'est pas une mauvaise chose que de réunir des informations et que moi j'ai aucun problème si on me demande ma carte d'identité. Ça me gênera absolument pas, j'ai rien à cacher. Et il y a des gens qui ont quelque chose à cacher probablement et qui n'aiment pas qu'on les contrôle, qui n'aiment pas voir des uniformes dans la rue. Moi je trouve que c'est plutôt sain et plutôt rassurant de voir que la police s'occupe de nous et que le ministre de l'Intérieur s'occupe de la sécurité du pays. On va revenir sur des sujets un peu plus locaux, un peu moins graves, même si c'est de la politique, donc c'est toujours assez grave. Il y aura des élections territoriales en 2014. Alors, on ne sait pas quelle forme elles prendront, selon effectivement qui est élu président de la République, territorial, régional, on verra bien. Est-ce que vous êtes candidat, en tout cas, pour ces élections territoriales de 2014 ? Écoutez, je crois que le cumul des mandats est aujourd'hui dénoncé de tous côtés, donc a priori, j'ai pas l'intention de démissionner de mes mandats actuels pour en briguer d'autres. Il y a des jeunes qui sont là et qui pourront prendre le relais. Donc vous êtes candidat à la mairie de Béziers en 2014 ? Je suis candidat à la mairie de Béziers en 2014, oui, bien sûr. Je veux terminer, du moins avancer encore dans l'œuvre que j'ai entreprise en 1995. J'aimerais qu'on termine cette émission, Raymond Couder, par un clin d'œil, car il y a quelques semaines, vous vous êtes jeté à l'eau, au sens propre, courageusement face à la presse. On va regarder les images tout de suite. Un relais avec Amaury Levaux. On regarde.
Voilà, on a mis une petite musique quand même adaptée avec un ralenti. C'était lors de l'inauguration d'une piscine à Béziers. Vous êtes sportif, mais vous le cachez jusque-là, Raymond Couder. Oh non, je ne l'ai pas caché. J'ai été très sportif. C'est vrai que j'ai moins le temps aujourd'hui, mais j'ai pratiqué pratiquement tous les sports, je crois, et beaucoup de sports en compétition, que ce soit le football, le basket, le handball, le volley, tout ça. J'ai été licencié, j'ai fait beaucoup de natation. Notamment, j'ai traversé le bassin d'Arcachon, la baie de Saint-Jean-de-Luz à la nage. Enfin, j'ai fait un certain nombre, pas d'exploits, mais d'opérations qui me donnaient satisfaction. Et je courais encore au bord du canal une vingtaine de kilomètres tous les dimanches, il y a peu de temps. Et puis maintenant, j'ai moins de temps pour le faire. Un mot de cette expérience, ça restera un bon souvenir ? D'avoir passé le relais à Mory-le-Vaux. À Mory-le-Vaux. Ah ben écoutez, j'ai été très flatté franchement de pouvoir passer le relais à un médaillé olympique. Je crois que ça ne se reproduira pas demain, très certainement. On termine par la présidentielle, dimanche 15 avril, place de la Concorde à Paris, avec Nicolas Sarkozy, vous y serez ? Bien sûr, oui, bien sûr. Pour soutenir le président de la République. Nous y serons tous ceux qui ont envie que la France continue à résister dans cette crise et qu'on s'engage vers une sortie de crise. Merci en tout cas Raymond Couder d'être venu sur ce plateau, d'avoir accepté notre invitation. Et merci pour votre invitation. On se retrouve ce jeudi 12 avril à partir de 20h50 pour le deuxième grand débat pour la présidentielle. La semaine dernière, nous recevions les représentants locaux de 5 des 10 candidats. Ce jeudi, nouvelle confrontation avec les porte-paroles régionaux des 5 autres candidats en lice. Passez une très bonne soirée sur TV Sud.